Oui. Alors d'abord, un mot sur l'insécurité, parce que je voudrais surtout parler d'immigration. C'est au cœur de votre démarche. On vous a souvent entendu, votre programme global, vous souhaitez le durcissement des peines et des remises de peine, vous souhaitez l'expulsion des délinquants ou des criminels étrangers, le recrutement massif de magistrats et la création de nouvelles places en prison. Mais il y a un sujet très significatif sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est ce que vous appelez la défense excusable, l'élargissement de la notion de légitime défense. Ça existe déjà, la légitime défense, dans le droit français, mais elle est encadrée, notamment avec la notion de proportionnalité. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous vole votre voiture, si vous lui tirez dessus et que vous le tuez, vous ne serez pas, vous serez en prison. Vous serez pas excusé. Voilà. Vous serez en prison. Vous souhaitez élargir, mais j'attends des éclaircissements, vous souhaitez élargir cette notion et en finir avec la notion de proportionnalité. Est-ce que ça ne serait pas le Far West? Chacun pour soi, les États-Unis, avec la violence qui va avec. Monsieur Pujadas, moi, j'estime que c'est aujourd'hui le Far West, voyez-vous. La journaliste qui était là auparavant a raconté mon enfance à Drancy. Quand j'étais enfant, monsieur Pujadas, ma mère ne fermait jamais sa porte à clé. Ça, c'est la France que j'ai connue dans mon enfance. La France que des jeunes gens ne peuvent même pas imaginer, même en rêve, comme ils disent. Quand on leur dit, ils ne nous croient pas. Le Far West, c'est aujourd'hui, monsieur Pujadas. C'est aujourd'hui qu'il y a 1800 agressions par jour. C'est aujourd'hui qu'une jeune femme, Shaina, je crois récemment, a été violée à 13 ans et brûlée à 15, et que son bourreau a reçu 9 mois, je crois, de prison. Ça, c'est la France d'aujourd'hui. Mais c'est la France que vous défendez, monsieur Pujadas. Pardonnez-moi. Vous vous rendez compte du procédé Non, mais ce que je veux dire, c'est la France. Là, on parle des solutions. Tout à l'heure, absolument. Monsieur disait, j'attends les solutions. On parle des solutions. Moi, j'estime qu'il faut cesser une chose simple, qu'aujourd'hui, les délinquants et les meurtriers savent qu'ils ne risquent rien. Voilà. Mais est-ce que ce n'est pas la justice le fait? Non, mais la justice ne le fait pas. La justice, avec moi, le fera. Alors, vous avez vu, pourquoi est-ce que c'est aux citoyens de le faire? Non, je n'ai pas dit que c'était aux citoyens de le faire. La notion de défense excusable est dans le droit suisse depuis 1937. Est-ce que vous considérez... avec beaucoup de mesures. Eh bien, ça sera appliqué avec beaucoup de mesures. Ce sont les juges qui l'appliqueront, David Pujadas. C'est pas moi. Cette notion de défense excusable sera appliquée par la justice. Pardonnez-moi. Est-ce que vous confirmez qu'il n'y aura plus de principe de proportionnalité? Oui, je confirme. Mais la justice appréciera si la défense est excusable, comme son nom l'indique. Les juges suisses le font très bien. Ce n'est pas le Far West en Suisse. Il n'y a aucune raison que ça soit le Far West en France. En revanche, moi, ce que je trouve scandaleux, c'est que le bijoutier de Nice, vous vous souvenez, il y a quelques années, qui avait tiré et avait tué son agresseur qu'il avait laissé pour mort. Qui était en fuite. Exactement. Finisse en prison et perdre sa bijouterie. Il n'a pas fini en prison. S'il a fini en prison et il a perdu sa bijouterie. Sursis. Non, mais il a perdu sa bijoutier, il a perdu tout. Il a été condamné. La justice a été très Il a été condamné, David Pujadas. Vous vous rendez compte? Alors qu'il tirait sur un agresseur en fuite. Mais il a été laissé... Bon, vous avez compris. Moi, j'ai quand même juste une petite remarque sur ce que vous venez, votre échange. Parce que la question du Far West, c'est aussi une forme de... Est-ce qu'il faudra, dans votre esprit, une forme de libéralisation du port d'armes? Parce que si on se défend... on a le droit de se défendre parce que vous dites les policiers, mais aussi les commerçants ou les citoyens. Ça veut dire qu'il faut qu'ils aient des armes. Vous savez, vous parlez avec les gens en ce moment, cher Michael Krief. Parce que vous savez, moi, ce que me disent les gens, c'est qu'ils s'arment de plus en plus. Oui, mais il y a parce que les gens ont peur. Non, les gens ont peur, Michael Krief. Les gens ont peur de cette explosion de la violence, de cet ensauvagement de la société. Qu'est-ce que vous ferez là-dessus? Vous libéraliserez encore plus? Non, pas du tout. Ah bon, je dis simplement... Je ferai la défense excusable et je ferai, pour les policiers, la présomption de légitime défense, c'est-à-dire on considérera que c'est à la justice d'apporter la preuve qu'ils n'étaient pas en légitime défense. Je renverse la charge de la preuve pour les policiers seulement. Et rien sur le port d'armes. L'immigration, parce que c'est le ressort de votre candidature, et Ruth, une question d'actualité d'abord. Alors, c'est autour de l'immigration et de l'identité, de la laïcité, bien sûr, parce que vous avez parlé de Roubaix. Et vous avez évoqué ce reportage. Et c'est l'occasion donc pour nous d'apporter notre soutien, en tout cas le mien, notre soutien aux journalistes qui ont fait ce reportage. Et le mien aussi, si vous me permettez. Ça n'empêche que moi j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous feriez demain si vous êtes
Président. On parle d'une rue avec des boutiques aux poupées sans visage, des livres abaissant les femmes, un café avec des alcôves pour les femmes voilées. Vous avez dit c'est l'Afghanistan à 2 heures de Paris. Très bien. Vous avez des projets sur l'immigration pour éviter que ça ne se reproduise. Mais moi, je vous dis, et demain matin, qu'est-ce que vous faites? C'est légal? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous allez chercher les gens dans ces boutiques? On n'arrive pas à voir ce que vous ferez. D'abord, la question fondamentale, c'est que comme j'arrêterai, et je suis le seul, l'immigration légale et illégale, je dis bien l'immigration zéro. Il faut le temps. Oui, vous avez raison. Mais ce que je veux dire, c'est que vous comprenez bien que ces régions se nourrissent d'une immigration incessante. Vous avez vu encore les chiffres de 2020 qui sont phénoménaux. Alors, 2021, pardon. Non, mais répondez-moi sur Roubaix. Oui, mais je vois bien votre projet à moyen terme, à long terme. Voilà, là, je veux dire à court terme. C'est important le projet à moyen terme. Bien vous sûr, êtes d'accord? Mais à court terme, alors, concrètement. Très bien. D'abord, j'interdis tout signe religieux dans l'espace public. Voilà. Pas de femmes voilées, pas d'hommes en camis. La laïcité, c'est d'abord le devoir de discrétion. On l'a oublié. On a insisté depuis longtemps sur la liberté religieuse, certes, et la tolérance, et la réserve, la neutralité de l'État. Tout ça, oui. Mais on oublie un point essentiel de l'esprit de la laïcité à la française, c'est le devoir de discrétion. Alors, ces boutiques qui sont dans cette rue, ces poupées sans visage, etc., qu'est-ce que vous faites? Vous les fermez? Oui. Mais est-ce que vous aurez la loi qui vous le permettra? Comment vous allez faire? Mais c'est simple, je vous dis, il n'y aura pas de signes religieux dans l'espace public. Et si vous voulez ça... C'est un espace privé, une boutique, c'est un espace privé. Oui, un restaurant, c'est un espace privé. Vous savez, on peut toujours... Il y aura des moyens. C'est à partir du moment où on interdira les groupes salafistes, les groupes des frères musulmans, à partir du moment où on interdira les mosquées à minaret et les mosquées monumentales, l'esprit changera. Les gens ne feront plus la même chose. Aujourd'hui, on leur dit... C'est pas très concret, quand même. Que c'est pas concret, tout ça? Qu'est-ce que c'est pas concret? Excusez-moi. Interdire les mosquées cathédrales et les mosquées à minaret, c'est pas concret? Supprimer, interdire les groupes salafistes et frères musulmans, c'est pas concret? Interdire les voiles dans la rue, c'est pas concret? Interdire les mères voilées pour les sorties d'école, c'est pas concret? Bon, je continue sur l'immigration avec une question qui touche peut-être au cœur d'une forme de méfiance que certains expriment vis-à-vis de vous. Vous avez des gens qui expriment le souhait de voter pour vous, beaucoup d'autres qui disent qu'ils se méfient. Et cette question, c'est celle de votre ton. Le ton que vous employez. Quand vous parlez, alors non pas de l'immigration, mais des immigrés, où on a l'impression que, au-delà de la politique, et la politique, elle doit être délibérée publiquement, c'est le débat démocratique, davantage d'immigration, moins d'immigration, et quelle politique d'intégration? Mais le ton, quand vous parlez des immigrés, où on peut avoir le sentiment qu'il s'agit de quelque chose de viscéral, c'est-à-dire d'un rejet presque personnel. Alors je vous vois douter, froncer les sourcils, je vous propose de vous écouter vous-même. Ce n'était pas dans une de vos prestations de journaliste, puisque c'était à la Convention de la droite. Donc c'était déjà un peu l'homme politique Éric Zemmour, c'était il y a un peu plus de 2 ans. Et voilà comment vous en parliez. Les immigrés viennent en France pour continuer à vivre comme au pays. Ils gardent leur histoire, leurs héros, leurs mœurs, leurs prénoms, leurs femmes qu'ils font venir de là-bas, leurs lois qu'ils imposent de gré ou de force aux Français de souche qui doivent se soumettre ou se démettre, c'est-à-dire vivre sous la domination des mœurs islamiques et du halal ou fuir. Ils se comportent en colonisateurs. Les caïds et leurs bandes s'allient à l'imam pour faire régner l'ordre dans la rue et dans les consciences, selon la vieille alliance du sabre et du goupillon, en l'occurrence la calache et la djellaba. Dans la rue, les femmes voilées et les hommes en djellaba sont une propagande par le fait, une islamisation de la rue, comme les uniformes d'une armée d'occupation rappellent aux vaincus leur soumission. Est-ce que vous voyez ce qu'on veut dire? Comment? Est-ce que vous voyez ce qu'on veut dire? D'abord, je suis content parce que j'ai fait un petit peu de progrès dans l'art oratoire. Je pense qu'il n'y a aucune haine dans mon ton. Aucun. D'ailleurs, je me reprocherais plutôt de lire cela de façon trop sobre, sans ton, justement. C'est le reproche que je me ferais aujourd'hui. Non, mais les mots. Les mots.
Mais les mots, je les maintiens. Mais les mots, c'est pas sur l'immigration, c'est sur les immigrés. Mais non, pas du tout. Les personnes. Mais vous savez... Ils se comportent en colonisateurs. Oui, mais... Que vous disiez que l'immigration, c'est un sujet qui change les équilibres. David Pujadas. Et là, vous dites... Roubaix, qu'est-ce que c'est Roubaix? Qu'est-ce que c'est que ces images à Roubaix? C'est un mode de vie qu'on prend en Afghanistan, ailleurs, dans les pays arabo-musulmans, et qu'on impose dans un pays de tradition millénaire chrétienne. Ça s'appelle une colonisation. Quand les pieds noirs, je connais bien, quand les pieds noirs sont arrivés en Algérie, ils n'ont pas vécu comme les gens du cru qu'ils avaient conquis. Ils ont vécu à la française. Ça s'appelle une colonisation. Quand les Anglais sont allés aux Indes, ils ont vécu à l'anglaise. Ça s'appelle une colonisation. Oui, mais vous ne parlez Sinon, pas de ça s'appelle une assimilation. Vous ne parlez il n'y a pas de trois possibilités. Vous ne parlez pas de colonisation, vous parlez de colonisateurs. Oui. Et c'est là toute la différence. Vous ne parlez plus d'un phénomène, vous parlez de gens en chair. Je répète. Et en os, pardonnez-moi. Et quand vous dites ils gardent leur histoire, leur loi qu'ils imposent de gré ou de force, se comportent en colonisateurs, on a l'impression que vous faites des immigrés, du coup, des adversaires. Mais or, que l'immigration soit à remettre en cause, pourquoi pas? Excusez-moi, comme des adversaires. Les gens qui se comportent comme à Roubaix sont des adversaires. Les gens qui obligent les femmes à rentrer dans des boxes pour se dévoiler sont des adversaires. Mais tous les immigrés ne sont pas à Roubaix, dans cette rue de Roubaix. C'est une évidence. Soyons précis. C'est une évidence. Ah oui, mais il faut le préciser. Mais bien sûr, Une armée d'occupation. Oui, je suis désolé, les frères musulmans, les salafistes sont une armée d'occupation. Les caïds de la drogue qui font régner la terreur dans toutes ces enclaves étrangères islamisées sont une armée d'occupation. Excusez-moi. Et ils font régner la terreur. Et ils font régner la terreur, d'ailleurs, non seulement aux Français de souche qui restent dans ces quartiers, et vraiment, je pense à eux régulièrement, ce qu'ils doivent souffrir. Ils se sentent étrangers dans leur propre pays, mais aussi aux gens immigrés qui viennent d'Algérie, du Maroc, d'Afrique, et qui n'ont pas envie de vivre comme au pays, qui ont envie de vivre comme en France, et qui sont empêchés de vivre par cette armée d'occupation. Ce qu'il y a derrière, en fait, c'est la question de l'humanité. On peut avoir la plus grande fermeté possible sur l'immigration, imaginable, et on peut en même temps... Alors, je sais que ça vous agace, parce que vous dites c'est un peu une posture politique, c'est du marketing. Je voudrais vous citer le cas de Mamadou Gassam, ce Malien en situation irrégulière, qui a sauvé un enfant. On va voir ces quelques images, parce que ce qu'il fait, c'est vraiment gonflé. C'est au péril de sa vie qu'il escalade les balcons pour aller sauver cet enfant-là qui est là. Et dans une autre émission, sur une autre chaîne, face à Benjamin Duhamel, vous avez dit, lui, il était en situation irrégulière. Vous avez dit, plus aucun immigré en situation irrégulière ne pourra être régularisé. Feriez-vous une exception pour lui? Et vous avez dit non. Est-ce que là, il n'y a pas un manque d'humanité? Alors, vous savez, c'est sûrement un type très bien. Et ce qu'il a fait est extraordinaire. Je ne dis pas que les immigrés sont des monstres. Ce sont des êtres humains comme moi. Ce n'est pas le sujet. Vous savez... Il y a une différence entre les rapports humains personnels et la charge de l'État et la charge d'une nation. Il y a une très belle phrase que j'aimais beaucoup dans Richelieu qui dit, dans son testament à Louis XIII, il lui dit « Les personnes qui veulent sauver leur âme comme personnes privées le perdent comme personne publique. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des valeurs humaines, humanistes, qui sont très belles dans les relations entre les personnes. Et puis, il y a un chef d'État. Et le chef d'État, il doit voir plus loin que les individus. Il doit voir au-delà de chacun des individus, qui sont des hommes bons, méchants, gentils, imbéciles, intelligents, peu importe. Le chef d'État, vous me demandiez tout à l'heure, je n'avais jamais dirigé une équipe, etc. L'important, c'est cela. Un chef d'État, c'est celui qui voit pour la France, au loin, et qui dit, voilà, l'intérêt, c'est la France. Ce n'est pas tel ou tel individu. Ça peut blesser parfois, ça peut être considéré comme brutal, mais moi, j'estime
que ce sera ma responsabilité de président de la République française. Le président de la République française vous savez, il a une mission. Il doit assurer la pérennité d'un pays que lui ont légué des siècles et des siècles, que lui ont légué des rois, que lui ont légué des empereurs, que lui ont légué des républiques. Et il doit conduire ce pays à bon port. Les rois donnaient des grâces. Oui, les rois donnaient des grâces, bien sûr. Mais vous savez, les rois n'ont jamais eu face à cette situation, jamais. Les rois n'ont jamais eu cette situation où on voit notre peuple être remplacé par un autre. C'est une situation inédite. Vous ne revenez pas sur ce que vous avez dit? Non. Alors, l'islam, et là on va rejoindre Paul Larrouturou dans quelques instants. L'islam, vous l'avez dit, est incompatible avec la France. Mais, c'est plus récent d'ailleurs, vous avez dit aussi, je tends la main aux musulmans, ils peuvent rejoindre la communauté nationale à certaines conditions, et vous l'avez dit notamment lors de votre grand meeting de Villepinte au mois de décembre. On vous écoute. Pourquoi donc les musulmans seraient-ils incapables de faire ce travail de séparation du spirituel et du temporel qu'ont fait avant eux les juifs et les chrétiens? Oui, nous tendons la main aux Français de confession musulmane qui veulent devenir nos frères. Il y en a, et notre main est ferme et sans compromission. Si vous faites de la France votre mère et de chaque Français votre frère, vous êtes nos compatriotes. Alors, qu'est-ce que ça signifierait concrètement? Paul Larrouturou, c'est à vous. Bonsoir David Broja, je suis avec Lassana Bathily. Bonsoir. Bonsoir. Si c'est nécessaire, je vais vous présenter. Je sais que vous détestez qu'on vous présente comme un héros, et pourtant, vous êtes surnommé le héros de l'hypercachère de Vincennes. Le 9 janvier 2015, vous étiez ici, là, dans cette cave. Vous êtes échappé, seul. Vous avez été arrêté, d'abord au sol, on vous voit menotté. Vous avez d'abord été pris pour un terroriste. Puis vous avez aidé la police en dessinant le plan du bâtiment, en les aidant à trouver la bonne clé pour ouvrir le rideau de fer. Cette action a accéléré votre naturalisation lors d'une cérémonie au ministère de l'Intérieur avec Bernard Cazeneuve et le Premier ministre Manuel Valls. Depuis Lassana, vous travaillez dans un stade pour la mairie de Paris et vous faites de nombreuses interventions dans les écoles pour appeler à la tolérance. Ce soir,